Je suis là. Bien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Ça va partir très loin ce matin. Voilà, j'ai le plaisir de vous présenter mon amie Christina Fior. Christina, elle a eu une carrière dans plusieurs multinationales en tant que cadre. Et puis, elle s'intéresse aussi, bien sûr, à la spiritualité comme nous tous. Et elle a été initiée dans les années 90 par des Kahuna de Hawaï. Donc, on peut dire qu'il s'agit de chamans. J'expliquerai. Avec des nuances. C'est ça. Mais importantes. Donc aujourd'hui, elle est présidente fondatrice de l'association Aloha Europe pour faire connaître les arts de guérison de Hawaï, Europe. Et elle étudie et pratique la danse hawaïenne depuis 20 ans. Donc elle nous a fait d'ailleurs le plaisir de nous faire un article dans Native sur ces fameux Kahuna. C'est très, très intéressant. Et donc elle va démarrer sa conférence par une danse. Authentique. Une authentique danse qui raconte l'histoire de la création du premier homme. Je mets à côté. Tu rajoutes à la rallumée, d'accord? Oui. Monte. Plus fort. Ah, plus fort. Plus fort. Ah oui. Pardon, ouais. Je le monte sur l'ordi. Pardon. Ici, je pousse. Et là, attention, ça va être fort. Je repars à 0. À 0, ouais. On la bloque, toi. Et toi?
Le hula se danse à tout âge, en toute taille, toute forme, hommes et femmes. Le hula est considéré le battement du cœur du peuple hawaïen. Et c'est parce que dans la danse, il y a toute la généalogie du peuple. Donc cet esprit, ce pouvoir de qu'ils sont. Il y a aussi dedans l'esprit aloha, pour lequel les îles sont connues et célèbres, l'esprit d'amour qui se trouve dans le cœur. Et j'en parlerai à la fin de la conférence pour expliquer pourquoi c'est important. J'ai plus de 30 ans. J'ai choisi cette danse parce qu'il parle justement de la création du premier homme. C'est quand le ciel père et la terre mère font l'amour et mettent au monde le premier homme qui nous sommes. C'est un rappel pour dire que nous sommes tous des enfants de la terre et du ciel. C'est juste que dans notre société, on s'est déconnecté de ça. Peut-être un peu moins vous dans cette salle, mais de façon générale, on peut dire ça. À la fin, la dernière strophe de la danse dit que tu as la partie centrale du poisson, c'est-à-dire la bonne chair. Et c'est symbolique pour notre vie physique dans un corps. Mais il dit aussi, mais où est ta tête et où est ta queue? Sans cet ancrage à la terre et la connexion à l'esprit, tu n'es pas complet. Et c'est cette trilogie que les Kahuna m'ont appris et je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous parce que je le tiens au cœur. Juste pour vous donner brièvement le cadre, je suis partie à Hawaï en 90 sur un voyage touristique. J'avais un billet offert à n'importe quel endroit aux États-Unis. Donc, j'ai choisi le plus loin parce que j'étais convaincue que je n'irais plus jamais. Mais mon âme a eu une autre idée. Et le reste, c'est de l'histoire. Mais c'est là où j'ai rencontré, je suis tombée sur des Kahuna qui a fait que je savais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je ne pouvais pas ne pas le faire. Et donc, j'ai créé cette association Aloha Europe qui n'existe plus aujourd'hui. Quand je suis partie en France, c'est tombé dans l'eau.
Et j'avais fait des interviews biannuelles, où en fait j'avais publié une newsletter biannuelle avec des interviews des Kahuna et d'autres recherches que j'avais fait sur les îles, où je suis retournée quasiment tous les ans, entre 90 et 2006. J'ai également invité des Kahuna en Europe, en Allemagne à l'époque, pour partager leur savoir. Et c'est comment j'ai pu étudier et pratiquer la danse hawaïenne pendant 20 ans. Qu'est-ce qu'un kahuna? Jocelyn disait une sorte de chaman. Un kahuna ne voudrait pas s'appeler chaman, mais ce qu'ils ont en commun, c'est une conscience élevée. Un kahuna est en fait avant tout un expert dans un domaine. Typiquement, c'était le massage, la danse, l'herboristerie, la pêche, la création des canoës, etc. Mais il y a toujours ce lien spirituel, cette connexion. Et le kahuna ne parle pas d'ailleurs d'un état modifié de conscience, parce qu'il est connecté à tout moment. Il n'a pas besoin de tambour, il ne prend pas de drogue, il crée au fur et à mesure ce champ de connexion que je vais vous expliquer. Le kahuna, dans le mot kahuna, il y a aussi le mot huna, ce qui veut dire secret. Mais ce n'est pas le secret dont on ne parle pas. À une ancienne époque, on avait gardé secret ces connaissances de l'autre monde pour éviter qu'il y soit un abus. Mais aujourd'hui, c'est de plus ou moins ouvertement partagé. Et il s'agit justement de cette connexion dans le monde des esprits et à l'invisible. J'ai eu la chance ou la rencontre avec le kahuna Mokeale, qui était un kahuna d'aloha. Ça veut dire un kahuna d'amour, de la magie d'amour. Dans le cadre de mes interviews, à la fin de cette interview, on s'est dit au revoir et en ce moment, il a mis sa joue contre la mienne, comme un bisou, quoi. Mais il a soufflé et il me dit « Prends ça ». Bon, ok, je l'ai pris comme un câlin. Et le lendemain, je suis partie sur l'île Molokai, qui est connue pour la magie noire. Et quand j'y arrive, je sens sa présence énergétique là derrière mon épaule droite. C'était intéressant, j'ai pas connu ça, donc j'ai pas pensé plus que ça, c'est comme ça. Mais au bout de ce séjour, il y était toujours. Donc là, je l'avais interprété comme une sorte de protection. Mais ça a duré quand même. Je suis rentrée en Allemagne, il était toujours là. Ça a duré des mois et un jour, je fais un rêve pendant lequel je suis endormie avec mon compagnon dans le lit. Et en même temps, je suis avec Mokeale dans une étreinte d'amour. Lorsque tout d'un coup, les deux ont fusionné et sont venus un. Et moi, j'étais dedans. C'était extraordinaire. Et en même temps, tout ça se passait dans une ambiance, si je peux le dire comme ça,
d'amour total, de cet amour inconditionnel que je n'avais jamais vécu avant. Et j'avais compris que j'ai vécu en fait la non-séparation. Et ce que j'ai compris, c'est que plus on arrive à aimer inconditionnellement, moins on est séparé. Ben, c'est très bien, super, mais je fais ça comment dans ma vie physique? Et c'est ça que je vais vous expliquer, c'est un chemin. Et pour moi, aujourd'hui, là où je suis, le seul chemin qui peut nous accélérer, c'est à travers une conscience élevée. Ce que j'avais appris, c'est les Kahuna parlent des 3 soi. Il y a le soi supérieur, ou la conscience spirituelle. Il y a le soi mental, ou la conscience intellectuelle. Et il y a le soi corporel, ou la conscience émotionnelle. Je vous explique. Le soi supérieur, d'ailleurs, n'a rien à voir avec le surmoi de Freud. Parce que chez Freud, c'est une autorité, c'est les parents ou une autre autorité qu'on a acceptée. Le soi supérieur, en fait, c'est notre partie divine. C'est celui qui nous guide. C'est celui qui crée les synchronicités. C'est celui qui nous inspire. D'où vient la vraie inspiration, qui a accès à tout le savoir. Nous, on parle du champ akashique. Bon, de toute façon, le soi supérieur est connecté à tout et peut nous fournir toutes les informations nécessaires pour avancer dans notre vie, si on est prêt à l'écouter. Le soi supérieur communique avec nous à travers, il a besoin du cerveau pour transformer ces informations en nos 5 sens. Parce que si on n'arrive pas à traduire les informations de façon que ça fasse du sens pour nous, ben, ça sert à rien. Le soi mental, avec lequel nous sommes tous extrêmement familiers, parce que c'est un peu notre obstacle. C'est celui qui analyse, qui réfléchit, qui prend des décisions, qui nous dirige dans notre vie, qui va nous dire ben, on va aller là, on va faire ceci et cela. C'est aussi ce que j'appelle l'ego positif. Parce que dans un corps, on a besoin de ça. Donc c'est utile, on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas dire j'en veux plus. Ce qu'il faut apprendre à maîtriser, c'est l'ego négatif, c'est le moi-je, où on est de plus en plus aujourd'hui. L'ego, ou le mental en fait, il aime des histoires. Plus elles sont folles, plus elles sont compliquées, mieux c'est. Donc, parce que plus c'est compliqué, je peux donner l'impression, ou c'est considéré plus c'est compliqué, et si je montre que je comprends ça, je dois forcément être perçu comme intelligent. Et qui ne veut pas être intelligent? Moi, j'aime les choses simples. Donc, je suis peut-être pas si intelligente que ça. Le soi mental, il a envie d'avoir raison et il contrôle. Et il va commander le soi
émotionnel, il va lui dire ce qu'il doit faire. Et le soi émotionnel, il va développer, il va répondre à cette commande. Et parce que une pensée qui est pensée régulièrement, répétitivement, va créer une croyance. Une pensée en continu crée une croyance et la croyance crée l'émotion. Donc l'émotion est forcément attachée à la croyance. C'est pourquoi nous sommes tous demandés de réfléchir sur nos pensées. Le soi émotionnel qui réside dans le ventre est aussi là où toutes nos expériences sont stockées. Ces expériences s'y trouvent, même si on les a fait consciemment ou pas, peu importe, ils s'y trouvent dans le corps. Elles sont stockées dans nos cellules. Et c'est pourquoi aussi qu'on peut débloquer des tensions dans le corps par un massage, un bon massage. Le problème ou le risque avec ça, c'est que si je n'arrive pas à changer la pensée associée à ce blocage, à cette tension, elle risque de se recréer. D'où l'intérêt de bien regarder ce qu'on pense. Bon, c'est un chemin aussi. Si c'était si simple que ça, nous n'aurions pas de problème du tout. Hein. Mais c'est quand même utile si, par exemple, vous vous cassez la cheville, c'est intéressant de savoir quelles étaient vos pensées à ce moment-là pour avancer dans notre évolution. C'est pas toujours évident. Ou vous vous coupez un doigt avec le couteau. Pareil, qu'est-ce que j'ai pensé? Pourquoi ça m'est arrivé? Dans le soi émotionnel, il y a aussi l'intuition. Et chez les Kahuna, l'intuition, le centre de notre monde physique est le nombril. C'est le capteur de tout ce qui nous entoure, à l'infini. Donc, c'est pourquoi notre intuition nous parle. Et ça vaut le coup de l'écouter. C'est cette petite voix à l'intérieur qui n'est pas toujours écoutée par le mental, parce que le mental est fort. Donc, comment peut-on développer cette intuition? C'est en dilatant notre champ émotionnel. Et ça aussi, ça se passe à travers les 5 sens. Pour illustrer. Le mental, ou le soi mental et le soi émotionnel appartiennent au monde physique. D'accord? C'est lié au corps. Donc forcément, ils sont liés au monde physique. Imaginez-vous que ça, c'est notre corps physique qui comprend le mental et nos émotions. Mais ce n'est pas tout ce que nous sommes. Nous sommes, comme dans la danse des cris, nous sommes des êtres spirituels dans un corps physique. Donc nous sommes ça. Imaginez-vous les 3 sois là-dedans. Le soi supérieur, mental et émotionnel font unité si on ne le bloque pas. Et bien sûr, ça va à l'infini. Hein. C'est juste que je n'ai pas trouvé une boule plus grande. On peut aussi se servir de ce modèle
pour expliquer notre vraie nature. Si je parle du soi supérieur, bien sûr, c'est un concept, comme tous les concepts. L'âme est un concept, le soi supérieur est un concept. Tous les concepts faits par l'homme sont créés par l'homme pour expliquer des choses qui se passent dans notre monde, des phénomènes, les mystères, etc. Et j'aime me servir de ce soi supérieur et de l'âme parce que on peut bien expliquer le principe de nos réincarnations. Chaque vie, bon, je vous présente le modèle hawaïen. Hein. Okay. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, ce que je vais dire ne va pas faire du sens. C'est pas grave. Moi, Christina, dans cette réincarnation, j'ai un soi supérieur. C'est une partie, ou c'est la partie divine, qui appartient à cette vie et qui se trouve dans mon âme. C'est un aspect uniquement. Et comme rien ne se perd dans l'univers, donc la conscience de cette partie de l'âme, de mon soi supérieur Christina, il est dans l'âme. Comme ici, ça c'est l'âme, toutes les vies passées, présentes, futures et parallèles sont là-dedans. Et forcément, comme l'univers est en expansion, l'âme l'est aussi. Donc ça accumule toutes les expériences qu'on a vécues sur Terre. Et comme chacun de nous a une bulle comme ça, qui est grand à l'infini, tout se chevauche. Et c'est pourquoi on a toujours accès à tout. C'est pourquoi on peut chercher à communiquer avec les défunts, même s'ils se sont déjà réincarnés. Parce que cet élément, ce soi supérieur de la personne qu'ils ont représentée dans leur vie, est là et accessible. Ça ne disparaît pas. Les trois sois. Il y a aussi l'aspect du mana qui joue un rôle important dans notre évolution. Le mana, on peut dire, c'est quelque part comme le chi, mais plus que ça. Dans le dictionnaire hawaïen, et là, par contre, le triangle polynésien qui se compose de Hawaï, les îles de Pâques et la Nouvelle-Zélande partagent à la base la même culture. Donc le mana se trouve, c'est un principe bien connu dans ce triangle. C'est l'expression de la culture qui est différente, comme le hula, c'est hawaïen. La Polynésie française a une autre danse, c'est une autre forme. Le ho'oponopono est hawaïen. À propos ho'oponopono, avant de vous parler du mana, vous le connaissez, j'imagine, le ho'oponopono, c'est la méthode de réconciliation qui vient de Hawaï. Ce n'est pas la méthode de pardon, parce qu'un pardon, à mon avis, a toujours besoin d'un agresseur et d'un victime. Mais ça va au-delà. Tout conflit est considéré comme systémique, donc je dois comprendre dans la résolution des conflits toutes les parties impliquées. Le Ho'oponopono est arrivé au début de 2000 grâce à ce livre Zéro Limite, dans lequel le psychiatre Hugh Haleakala
raconte son histoire. Le Hulen Haleakala était profondément ancré dans la culture hawaïenne et il a réussi à harmoniser un hôpital psychiatrique en le faisant en soi. C'est-à-dire, mais je recule un peu, parce que à la base, le Ho'oponopono était la méthode de réconciliation familiale. Et la famille comprend toujours tous les membres qui sont présents, c'est-à-dire plus grand que la famille de sang. Si on vit sur une ferme, tous les employés et la famille sont considérés famille. Donc, à la fin de la journée, on s'est réunis et on a fait le tour de table pour voir où il y avait des conflits et comment ça a impacté les membres. Et ça, c'est à la base. Puis, la Kahuna Mauna Simeona, on a développé la version Ho'oponopono spirituelle, justement en reconnaissant qui nous sommes vraiment, les êtres spirituels dans un corps physique. C'est-à-dire, si mon soi supérieur est celui qui dirige, c'est le capitaine. Parce que le soi supérieur, il voit tout, il a la vue globale, alors que le mental, c'est plutôt le dirigeant. Il voit une partie. Donc, comme celui qui détermine la vie, si on l'écoute, comme par exemple l'expérience que j'ai faite à Hawaï a complètement changé ma vie. On peut tout résoudre en nous. On n'a plus besoin de faire le tour de table, on peut le résoudre en nous. Et elle a fait le tour du monde pour présenter cette méthode. Len Hugh Haleakala était son élève et après son associé. Et il a appris cette méthode grâce à elle. Et ce qu'il a fait, et je vais vous expliquer le processus parce que j'aime que ce soit un peu pratique aussi. Il a en soi, il a pris les patients un par un et il a fait ce qu'il faut faire pour accepter ou reconnaître que comme cette maladie ou ce patient mal à l'aise est un reflet de lui-même. Et donc, il a fait tout pour le résoudre en soi, un par un, y compris les employés qui étaient sous énormément de stress. Et en le faisant, ce champ qu'il a créé a grandi, s'est fortifié. Et ma théorie ou mon explication basée sur ce que j'ai appris est que il a en fin du compte, ou en fin de ses pratiques, il a dû se dire, j'ai plus besoin de passer par toutes ces étapes pour pouvoir me connecter. Et c'est pourquoi maintenant, il dit, ça suffit de dire, excuse-moi, je suis désolée, merci, je t'aime. Mais quelqu'un qui ne comprend pas d'où ça vient, à mon avis, c'est difficile à capter. Et c'est pourquoi, à mon avis, aujourd'hui, le Ho'oponopono, au moins en France, est considéré comme un élément d'une thérapie. Alors que le Hulen Haleakala, il a clairement dit, la thérapie ne marche pas, le Ho'oponopono marche. Et ce que ça veut dire, c'est le capitaine qui décide tout et on peut s'en servir pour résoudre nos propres conflits. On n'a pas besoin de passer par un thérapeute. Rien contre les thérapeutes parce que c'est utile aussi. Mais les thérapeutes, ils s'adressent dans les thérapies classiques
au mental et aux émotions. Donc, ça peut s'améliorer, mais quelque part, on tourne en rond et ça ne fait pas vraiment, ça ne nous fait pas avancer. Je peux témoigner à l'efficacité du Ho'oponopono parce que j'ai résolu le conflit que j'avais avec mon compagnon après la rupture. Il ne voulait pas se réconcilier activement, donc je l'ai fait seule. Ça m'a pris du temps, mais au bout d'1 an et demi, c'est lui qui m'a appelée. Pas pour reprendre notre relation, mais le conflit, le chair de poule, confirmation. L'affaire était clos. Le conflit n'existe plus. Et c'est ce qu'a fait Haleakala. Mais il manque encore un bout d'information de mon histoire avec Mokeale qui a dû apparaître sur une des photos. Si vous voyez un portrait blanc et noir, c'est lui. Donc, j'ai compris l'amour et la non-séparation. Mais ça a duré encore des mois. Il était là pendant 8 mois. Et mon compagnon, il a commencé à s'inquiéter un peu parce qu'il a senti quelque chose. Il se passait quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais la vie avec 2 hommes est trop compliquée. Et j'ai dit un mot, il faut que tu t'en ailles. Et à l'instant, il est parti, chair de poule encore. C'est toujours la confirmation. Et pourquoi? Ça m'a montré que le pouvoir est en nous. Tout pouvoir vient de l'intérieur. Et toutes les expériences que nous faisons sont effectivement un reflet de nous-mêmes. Et à partir du moment où je reconnais ça, et je reprends mon pouvoir, et je dis non ou oui, ça va changer. Mais évidemment, ce n'est pas si simple comme ça dans la vie pratique, mais c'est un chemin. C'est un chemin. Tout pouvoir vient de l'intérieur. Alors, le mana. Ce qui est important, si on veut influencer notre monde physique, c'est non seulement de se servir de notre mental, qui a une intention, qui met beaucoup d'énergie sur cette intention pour que ça se manifeste, si tout va bien. On a aussi besoin de beaucoup d'énergie et d'un branchement spirituel. Le mana est défini comme un pouvoir spirituel ou un pouvoir magique, parce que les gens ont témoigné au miracle, ce qu'ils ont considéré comme miracle, parce qu'il n'y avait pas d'explication raisonnable. Il est aussi traduit comme autorité. C'est un pouvoir procréatif qui coopère avec celui qui agit. C'est la connexion spirituelle. Le mana peut être hérité. Par exemple, si on est né dans une lignée des Kahuna, on l'aura automatiquement. Il peut être développé au cours de la vie par nos actions et ce qu'on fait, nos pratiques. Et il peut aussi être donné, transmis. Les lieux ont aussi du mana. Donc, c'est vraiment ce pouvoir qui est dans l'éther. Et on peut s'en servir. L'histoire que vous connaissez, je suis sûre,
Et par exemple, le médaillé d'or du surf, Kaoli Vast, qui vient des îles là où il a eu lieu le concours. Donc, il est un initié. Évidemment, il s'est préparé pour ce concours. Mais à ce moment où il a eu cette belle vague qui lui a emporté la médaille, il était complètement aligné, centré, connecté, au-delà de doute, et aussi, je suis absolument certain, il a dû invoquer les ancêtres et les esprits du lieu. Ça, c'est une pratique polynésienne. Et si lui, il ne l'a pas fait, je suis certain que c'était un kahuna qui l'a fait pour lui. Donc, c'est l'ensemble de ces pouvoirs, de ces énergies qui font que tout d'un coup, ça se manifeste. Et c'est ça la magie. Il faut lâcher à un moment donné. Il a tout fait qu'il a pu faire et puis je fais confiance. Donc, j'ai besoin de beaucoup d'énergie et, si je veux influencer mon monde, et aussi de confiance. Confiance en moi et confiance que ça se fait pour le bien de tout le monde et de moi, pour le bénéfice de tous. Important, le bénéfice de tous. Il y a un autre exemple, les un peu plus âgés ici comme moi se souviennent peut-être de l'Israélien Uri Geller qui a manipulé la matière, qui a tordu le métal, les cuillères, les fourchettes. Il a fait le tour du monde dans les années 80. Et il était par quelques-uns pris comme pour un escroc, mais il a fait autant de preuves que c'était clair, il ne l'était pas. Mais dans les années 80, on n'a pas parlé de la spiritualité. C'était dans les années 2000 qu'il a fait un documentaire où il parle de sa vie. Et là, il dit que il était né avec le don de clairvoyance et très tôt, tout petit encore, il a vu qu'il pouvait manipuler la matière. Et en tant qu'ado, il a même fait un peu de magie noire, hein, il a abusé ce pouvoir. Et c'était le dernier enfant de 7, je pense. Parce que ses frères et sœurs n'ont jamais vu la lumière parce que sa mère était forcée d'avortir les autres et elle s'est battue pour garder le dernier. Et c'était Uri Geller. Et Uri, il dit, qu'est-ce qui se passe là? Quand j'ai manipulé la matière, j'étais toujours avec les esprits de mes frères et sœurs. Donc, il y a toujours cet élément spirituel qui va interagir. Il ne suffit pas de se concentrer et d'y mettre son énergie. Ça va se faire si c'est dans votre plan d'âme et ça va se faire facilement si on comprend l'esprit le plus haut. Le mana, j'ai combien de temps? Je sais pas. Bon, on va parler du cœur. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le rôle du cœur, évidemment, un sujet éternel. On entend souvent dire ouvre ton cœur, écoute ton cœur,
Oui, je veux bien, mais comment? J'ai 4 solutions, entre guillemets, parce qu'il n'y a jamais une solution n'existe pas, mais 4 fois d'essayer. Avant tout, toute critique ferme le cœur de soi, je parle à moi, et des autres, je parle à moi encore. Et ça aussi, c'est un chemin. Ne pas critiquer est un chemin. Alors, pour contre-agir la critique, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la gratitude. La gratitude ouvre le cœur. Et ça fait des années que je fais ça, ma pratique quotidienne. Je commence ma journée par la gratitude. Je prends mes 5 minutes où je dis merci à tout ce qui est dans ma vie, à toutes ces personnes que j'aime et qui m'aiment. Et déjà, si vous commencez la journée comme ça, ben ça crée un cadre pour la journée. Ça crée un cadre d'esprit pour la journée. Et au fur et à mesure, ça crée un chant qui devient de plus en plus fort et qui va vous aider à rester aussi équilibré et à mieux gérer les défis de la journée ou de la vie. Et même quand les choses ne se présentent pas comme prévu ou attendu, il y a toujours quelque chose qu'on peut trouver, quelque chose de bon qu'on peut trouver pour apprécier et continuer dans cette démarche. Je vous le recommande fortement parce que vous allez voir ce que ça fait. Et je peux parler jusqu'à demain de ça, mais mon discours ne remplace pas l'expérience, donc je vous encourage de l'essayer. Et juste un tout petit exercice pour ouvrir le cœur, c'est de respirer depuis et à travers le cœur, comme si le cœur était vos poumons. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez l'amour depuis le cœur, vous expirez l'amour, et non pas dans le sens qu'on a appris, quand on expire, on lâche toutes les émotions négatives, etc. Pas dans ce sens-là, tout simplement dans le sens de respiration, comme les poumons, comme on respire. J'inspire l'amour, j'expire l'amour. J'inspire l'amour, j'expire l'amour. Faites-le. J'inspire l'amour, j'expire l'amour. Et vous faites ça 5 minutes chaque jour, 10 minutes, encore mieux. Et vous allez voir ce que ça fait. Encore une fois, il faut le faire. Il faut faire l'expérience. Sinon, ce sont que des beaux mots. Critique. Passion. Vivre sa passion va augmenter notre vibration et avec ça, lever la conscience. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Si vous ne vivez pas votre passion dans la profession, j'espère que vous avez quelque chose dans votre vie en parallèle où vous pouvez vivre votre passion. Parce que la passion, ça nous donne ces étincelles dans les yeux. Ça fait chanter le cœur. Donc, si vous ne l'avez pas, trouvez-la. Valeurs. Vivre, mettre en application ces valeurs. Et là, on est en plein dans le féminin sacré. Parce que ce sont les valeurs féminines à favoriser. C'est la beauté, l'amour, l'empathie, la gratitude, l'accueil, la
l'ancien ex-premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, vient de publier ses mémoires. Le titre se traduit comme une autre forme de pouvoir. Et dans ce livre, elle parle de son objectif en tant que Premier ministre, de gérer son pays par la gentillesse, l'humilité, qu'est-ce que les gentillesse, d'empathie, par l'empathie. Tous des valeurs féminines. Elle a réussi à un certain point, mais pas complètement, parce qu'elle a aussi rencontré beaucoup de résistance. Ce livre n'est pas encore traduit en français. Jocelyn, peut-être. Il vient de sortir. Donc, regardez où on peut appliquer les valeurs dont on parle, est-ce qu'on les met en action? Ça nous aide, tout ça, ça nous aide à nous faire vibrer plus fortement. Et ça ouvre la connexion à notre conscience de soi supérieur. Et il y a aussi l'élément de la nature, se connecter à la nature. Non seulement parce que quand on est dans la nature, elle nous apaise, mais si on met ses pieds nus sur la terre, dans le gazon, le sable, la boue, ça nous donne, ça nous met à la terre. Et ça a un effet physique prouvé. Déjà, c'est très bien. On trouve la paix. Mais il y a aussi un autre élément, c'est qu'on peut rentrer en communication avec la nature. Elle nous répond. Elle répond à nous, à nos attentes, à nos pensées, à nous. Et ça s'exprime à travers des images dans la nature, comme dans le ciel, dans le paysage. Cathy, qui va faire une conférence cet après-midi, m'a montré une photo magnifique où il y a la tête d'un dragon magnifique dans tous les détails, qui s'est présenté à elle dans le ciel. Il y a quelque part une photo qui passe. Il y a l'archétype féminin de Hawaï, c'est Pélé, la déesse Pélé, la déesse du feu et du volcan. Cet esprit est tellement vivant à Hawaï qu'il s'exprime de multiples façons. Et quand cette image passe, vous allez voir une silhouette d'une femme dans le feu. Et j'ai plein de photos comme ça. Moi, par exemple, j'ai un lien très fort à l'arc-en-ciel. Et il est tellement fort qu'aujourd'hui, je le sens avant qu'il se dévoile. Et chaque fois qu'il se présente en un bout, je chante. Et il se complète en arc complet. Et même en arc double. Et j'ai passé, je vous assure, j'ai pas compté, plein de moments où le temps s'arrête. Il se passe quelque chose où la matière n'existe, elle y est, mais hors temps, espace. Il n'y a plus de chiens qui aboient. Il n'y a plus de voitures qui passent. Il n'y a plus de personnes qui papotent. Il n'y a pas de vent. Il n'y a rien. Il n'y a que l'arc-en-ciel et moi. C'est magnifique. Et vous pouvez trouver votre
propre connexion à la nature qui nous répond. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de l'appareil Élodie, un imaginaire de votre mental, c'est vraiment vous en connexion avec l'esprit de la nature. Et tout ça, ça nous fait monter notre vibration. Et le cœur, il est la porte à la conscience élevée. Et les deux fontaines ensemble, donc plus je monte ma propre vibration, plus la conscience va s'ouvrir et plus je vais vivre ma vie depuis là et non pas des émotions ou de mon ego qui dit mais je veux ça et j'insiste que je veux ça et je t'écoute pas, tu peux me dire ce que tu veux. En bref, par exemple, qui a fait une sortie hors du corps? Souvent, je dirais pour la plupart des phénomènes que ça se produit, c'est la communication directe de votre soi supérieur avec vous, qui veut vous dire et signaler qui vous êtes vraiment. Maintenant, j'ai rencontré pas mal de gens qui prennent ça comme une expérience extraordinaire, mais puis on oublie, ça devient un souvenir. Il faut intégrer cette opportunité dans sa vie. Et comment je l'intègre? Creuser pour découvrir qui je suis vraiment. Et ça va m'aider à comprendre que je suis un être spirituel dans un corps physique et pas l'inverse. C'est un chemin. Pour résumer, pour pouvoir influencer ma vie, je dois créer cette connexion. On va le faire. J'ai oublié. Mais comme c'est pas un atelier, je pense pas que j'ai beaucoup plus de temps, je vais quand même vous expliquer le processus. Et vous pouvez le faire chez vous tranquillement. Donc, vous imaginez un canal qui part depuis votre Pyrénées. Je le confonds toujours avec les Pyrénées, les belles montagnes là. Pyrénées. Bon, il descend aussi grand que vous voulez l'imaginer, ou large. Il traverse la Terre jusqu'au fond, au centre de la Terre, où se trouve le feu, ou le soleil de la Terre. Puis vous vous imaginez que cette belle énergie de feu de la Terre remonte à travers ce canal, remonte à travers le premier, deuxième chakra jusqu'au troisième. Et là, il crée une sorte de boule dorée ou orange, si vous préférez. Et cette boule grandit jusqu'à ce qu'elle comprend le cœur. Et depuis là, vous continuez le canal à travers le chakra de couronne, jusqu'à votre soi supérieur. Il n'y a pas de lieu, évidemment. Il suffit de penser soi supérieur et vous vous connectez à votre partie immortelle et éternelle et vous voyez descendre cette belle énergie et vous la voyez se marier avec la boule dorée. Et là, vous pouvez rayonner. Et c'est ça, vous êtes ancré, aligné et connecté. Ça aussi, tout ce dont je parle, je l'ai pratiqué. C'est pourquoi je peux témoigner de l'efficacité, mais il faut le faire. Bon, il y a ça.
il y a une intention claire pour y mettre son attention, mais plus que tout, après l'alignement, c'est le mana que je dois monter pour devenir vraiment fort. Et un kahuna, l'énergie d'un kahuna se sent, la présence d'un kahuna se sent, parce qu'il le dégage. Et la joie. La joie fait vibrer le cœur. Riez, chantez, faites l'amour et danse. Et on va le faire ensemble maintenant. L'amour, si vous voulez après, hein, allez-y. On va danser. Je vous montre 2 pas de hula qui nous aident à libérer l'énergie qui se bloque souvent dans le coccyx, là, et en bougeant les hanches, on libère ce blocage. On va faire 2 mouvements. Je vous invite de vous lever, si vous le pouvez. Hein. Et pour que les hanches bougent, il faut plier les genoux, si vous pouvez. Et le hula se danse hommes et femmes. Hein. Ne vous gênez pas, les hommes qui sont là. Ouais. Et on va faire, je vous montre 4 pas à droite, 1, 2, et pliez les genoux, hein. 1, 2, 3, tac, parce que les hanches doivent bouger. Et à droite, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et puis des rotations à droite, 1, 2, 3, 4, et l'inverse, 1, 2, 3, 4. Très bien. Qu'est-ce qu'il a? Il reconnaît que son maître. Ah oui, mais alors, ça doit être ça. C'est celle-là. Oui, mais dès le début maintenant. Alors, là. Allez, on y va. Ah. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rotation. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rotation. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Rotation. 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 3, 4. Rotation. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 3, 4. 3, 4. Rotation. 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Pliez les genoux. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. La musique.
1, 2, 3, 4 et 2, 3. Bravo! Merci. Merci beaucoup, Christina. Magnifique. On ne va pas prendre de questions, on n'a pas le temps. Par contre, il y a ton livre. Ah oui. Si les gens veulent poser des questions, ils peuvent le faire pendant que tu dédicaces ton livre. C'est une D'accord. parole de sagesse hawaïenne, qui est là à l'extérieur. Et puis, il y a un autre livre qui arrive. L'exemple de Kao Livast, champion olympique. C'est moi qui te l'ai suggéré, non? Peu importe. Olympique, Kao Livast. Oui. Oui. Ah. J'ai des équipes. Les élèves, par contre, tu veux là. Je sais pas. Non. Bon. C'est magnifique ce français. Mais personne ne sait tout. Hein. Personne ne sait tout. Vous vous rendez compte, le français quelque part, Christina, alors qu'en plus, elle a fait des études d'anglais. C'est le mana. Alors justement, juste une question que je dois te poser. Quelle différence tu fais entre le mana et le chi et le prana? La différence entre le mana et le prana, je ne sais pas. Mais la différence essentielle, j'ai étudié le taoïsme aussi. Et donc, il y a beaucoup de parallèles entre le chi et le mana. Mais il y a une chose où le mana est différent, et c'est qu'il s'agit d'une autorité. C'est cet élément d'être une force procréative. Donc, c'est beaucoup plus que nous on gère, et c'est dans le sens que le mana pénètre tout dans l'univers comme le chi, mais il y a un élément qui fait que ça se fait. Je suis désolée. Hein. Merci beaucoup, bravo. Merci, je tiens vraiment à te remercier. Avec plaisir. Merci beaucoup. Tu m'as ému aux larmes. Ah. Merci. Oui, elle est là. Oh. Merci. Elle a beaucoup Gratitude. d'énergie. Elle me souffle. Ta danse initiale m'a fait... Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas pourtant très sensible habituellement, mais ça m'a fait pleurer. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Et donc, je te remercie infiniment. En fait, je vous remercie d'être venu parce que j'adore partager ça. Et, excuse-moi, j'ai oublié quelque chose d'important. Quand j'ai parlé du Ho'oponopono, si vous avez envie d'organiser des ateliers de Ho'oponopono authentiques, vous pouvez me contacter, je le fais gratuitement, je le fais pour l'amour. Je voulais prendre la parole 2 minutes parce que Christina m'avait dit si l'expérience que tu fais, on a fait une expérience, vous ne le savez pas, une expérience collective durant ta présentation, et Christina m'a dit si elle est positive, est-ce que tu peux en parler? Et alors en quelques mots, cette expérience s'appuie sur des recherches scientifiques qui utilisent des générateurs de nombres aléatoires qui sont influencés ou pas par on sait pas le mana, peuvent être influencés par une conscience collective
par un ensemble d'individus qui ont des pensées cohérentes. Eh bien, ça a fonctionné 11 fois, ce qui est assez impressionnant. On a utilisé un Z-score, c'est-à-dire des probabilités extrêmement élevées, supérieures à 3. Donc, c'est une chance sur plusieurs centaines de milliers de possibilités. Donc, c'est arrivé 11 fois. Voilà. Merci. Hein. Moi, j'ai déjà pleuré 3 fois. J'ai vu à l'expérience. On fait une pause assez pas trop longue. Hein, le speaker, le conférencier qui suit, c'est Sanji. Ah oui. Je ne le vois pas. Voilà.